bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici Mister Review. Et on démarre cette vidéo sur les chapeaux de roue avec le show de la AEW. Oui, je sais qu'il y avait un show de la WWE AAA qui a joué il y a 2 jours, donc bien sûr Rey des Reyes, mais je m'étais rendu compte c'est qu'il y avait encore des matchs qui attendaient pour Rey des Reyes et auxquels je ferai en 2, 3 parties. Donc tout ça dans la même vidéo. Donc faudra peut-être attendre la fin du mois pour que je la sorte. Donc bien sûr, bien évidemment. Mais là n'est pas le show auquel on va parler, mais du côté de AEW. Et du coup, là, c'est sûr, c'est un véritable pay-per-view auquel on s'attaque. Et le show en question, c'est Révolution 2026, qui s'était déroulé à Los Angeles, en Californie. Donc oui, c'est dans ce show-là auquel on va parler. Je ne connais pas encore les avis, que ce soit positifs ou négatifs, de la part de ceux qui l'ont vu cette nuit ou pas. Donc je dirais peut-être mon propre avis de ce que j'en ai pensé de ce match. Enfin, de tous les matchs bien sûr en question, vu comment la carte est longue, il n'y en a que 13 matchs. Oui, donc je vais en citer quelques-uns. Il y a peut-être, allez, disons 3 ou quelques-uns auxquels je vais passer, que ça vaut pas forcément la peine d'en parler. D'ailleurs, attendez, je vais vite venir. Donc voilà, je poursuis. Et le premier match est un match par équipe de 9, si je dis pas de conneries, ou uniquement de 2. Attendez. Ah non, c'est une équipe de 2 contre 2, donc match à 4. Donc autant pour moi, excusez-moi. Alors l'équipe de The Boom and Doom, donc équipe composée de The Big Boom AJ et de QT Marshall, accompagné par Aaron Solo, Big Justice, The Rizzler, et qu'ils affrontent les gardes, enfin les hommes de main de la Shane Taylor Promotion, les infanteries, avec The Captain Shundin et Carly Bravo, qui étaient accompagnés par Christian Xo, Shane Taylor et Trish Adora. Donc voilà, jusqu'ici, rien de si extraordinaire que ça. Alors le match en question, je vais vous le dire, je ne l'ai pas forcément vu dans tout l'ensemble. D'ailleurs, le pré-show, je ne l'ai même pas vu tout court d'ailleurs. Et tout ce que j'ai vu dans les images, on voyait beaucoup l'équipe avec Big Boom AJ, QT Marshall, faire des exécutions, etc. Et de haranguer le public avec Big Justice et The Rizzler, qui essaye de même draguer Christian Xo et peut-être même Trish Adora. Quelque part, ouais, ça peut être fun, mais voilà, pas grand chose à citer si ce n'est que ce sera. Je crois que c'est Big Boom AJ qui va effectuer un powerbomb sur l'un des membres de l'infanterie. Je crois que c'est Shundi ou Carly Bravo, peu importe des deux, et qui remporte la victoire pour son équipe. Donc c'est victoire de The Boom and Doom, donc Big Boom AJ et QT Marshall, tout simplement. Ensuite, match numéro 2, et c'est bien sûr pour le titre TBS de la EW du côté féminin, entre Willow Nightingale contre Lena Cross. Alors qu'en sachant que les deux vont s'affronter pour les titres par équipe féminin dans la soirée. Mais là, c'est que uniquement dans le pré-show. Donc, c'est pas si extraordinaire que ça, si ce n'est que on sait que certes Willow est double championne et que Lena Cross, à peine arrivée, qu'elle avait fait ses débuts à Grand Slam Australia, donc chez elle en Australie. Donc, c'est sûr que elle commence à faire entre autres ses marques, et à peine arrivée, elle obtient déjà une double chance pour les titres, et auquel, dans cette première tentative contre Willow Nightingale, elle échoue. Oui, parce que ça s'est soldé par un backslide, et auquel c'est Willow Nightingale qui remporte le match. Donc voilà, simple et efficace, j'ai pas besoin de trop détailler là-dessus sur ce match. Si ce n'est qu'à la fin, Willow se fait attaquer par Megan Bayne et Lena Cross, qui vont le piétiner à coups de pied, et à tel point qu'elle va avoir une douleur, une extrême douleur à l'épaule.
Et du coup, ça va l'handicaper dans le match auquel je vais poursuivre, bien sûr. Et enfin, ben, le dernier match du pré-show, parce que là, on passe clairement à la carte principale. Eh bien, c'est la bataille royale Lumberjack match, enfin Blackjack, à 21 participants, donc 21 catcheurs pour le titre national de la EW. Donc les participants sont Jack Perry, Ricochet, et les suivants, attendez, il faut que je prends la liste, si je l'ai bien sûr. Rocky Romero, Austin Gunn, AR Fox, Johnny TV, que maintenant on peut l'appeler Johnny Bald, vu comment à la CMLL il a perdu un match et entre autres ses cheveux. Donc maintenant il est chauve, donc Johnny Chauve. Scorpio Sky, Leo Rush, Dralistico, Anthony Bowens, Dalton Castle, The Beast Mortos, Trent Beretta, Commander, Daniel Garcia, Katsuyori Shibata, ouais, Rush, Ace Austin, Tommaso Ciampa, Juice Robinson, El Clone, et voilà. Je crois que c'est bon, il y en a 21. Au début c'était 20, mais là c'est 21. Et tout le monde va se faire éliminer, sauf un seul en particulier. Et cette personne en particulier, c'est Jungle Jack Perry, qui bat tout le monde et surtout qu'il élimine Ricochet pour devenir le nouveau champion national de la EW. Et qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus, si ce n'est que, ok, nouveau champion, cool. Vu comment c'est vrai que ces temps-ci, on a eu des trucs pas très cool en ce moment, notamment à la OVW avec un arbitre qui a attrapé, enfin qui a eu une crise d'épilepsie en plein match et que voilà, j'ai un peu de la peine pour cette personne, mais que je n'ai pas de la peine, c'est pour les trous du cul qui l'ont attaqué dans le match sans se soucier de ce qui se passe réellement, alors que cette personne est en train de convulser. Donc ça, c'était l'info auquel je qualifie de pas très cool et auquel je préfère vous le citer, même si ça sert à rien et que je digresse. Enfin bref. Mais bon, faut dire, les personnes comme ça, vaut mieux les virer. Enfin. Maintenant, match numéro 4. Et le match numéro 4, c'est pour les titres du monde par équipe de la EW entre FTR, Cash the Money Wheeler et Dax la Hache Harwoods. Contre, bien sûr, les Young Bucks, Nick Jackson et Matt Jackson, ou Matt Jackson et Nick Jackson, comme j'aime bien les appeler dans notre chrono. Alors que, bien sûr, les FTR étaient accompagnés par Stockley Hathaway. Alors, bien sûr, il y avait une histoire entre les deux, comme quoi Cash Wheeler et Dax Harwoods, donc les FTR, ont fait un quiproquo à The Young Bucks, à tel point qu'ils ont attaqué toute la famille des Young Bucks, qu'ils ont insulté le père, la mère, mais bien sûr le frère des Young Bucks et la famille, les femmes des Young Bucks et tout. Donc c'est sûr, ils ont été un peu trop loin et du coup les Young Bucks, ils veulent se venger de cet affront, décident de les défier pour les titres par équipe. Et du coup, c'est sûr que c'était annoncé pour le coup. On pourrait dire ça qu'ils ont abusé de leur position en tant que, entre guillemets, ancien vice-président d'exécutif de la EW, alors qu'ils le sont. Mais bon, ça c'est sûr, c'est un sacré débat auquel j'ai pas envie trop m'y attarder. Mais bon, le match est annoncé. Tout ce que je me rappelle, c'est que dans le match, enfin plutôt de l'entrée, ils étaient accompagnés par plein d'enfants Buck. J'espère que c'est pas leurs enfants à Mathénique. Peut-être que dans l'eau, il y a leurs gosses, mais peut-être, voilà, j'ai pas envie trop dire n'importe quoi. Enfin bref. Disons que le match, c'est des matchs auxquels les Young Bucks affectionnent tout particulièrement. Des super kicks à répétition, alors que les FTR, eux, c'est plus dans la technicité, la rudesse, et auxquels ils veulent amener les Young Bucks au plus bas avec ce genre de style. Alors que pour mettre au plus bas les Young Bucks, il faut savoir les couper l'herbe sous le pied en faisant arrêter leur élan, ce qui n'est pas forcément évident. Même si ils étaient presque chauds et presque à deux doigts de finir le match, les Bucks. Mais il y a un moment donné où ça va pisser le sang. Je crois que c'est les deux équipes. Je crois que c'est Matt et Dax Harwoods qui va pisser le sang.
peu importe lequel des deux personnes. Et pourtant, ça n'arrête pas les FTR et les Young Bucks. Certes, ça va s'enchaîner des Metzler Driver, pas des EVP Driver, des BTE Trigger. Donc, les espèces de coups de genoux avec l'accompagnement des deux qui font des coups de genoux dans la tête. Et entre autres, quelque chose comme ça. Puis, en sachant qu'ils ont réussi à mettre KO un des Bucks, ce sera les FTR qui vont, je crois, enchaîner avec des pile drivers et également un shatter machine et qu'ils obtiennent le compte de 3 pour la victoire et qui conservent les titres par équipe. Donc les FTR sont toujours champions par équipe de la l'AEW. C'est eux qui dominent en maître. Mais c'est pas terminé. Oui, clairement pas terminé, vu comment on a des messages subliminaux qui subviennent au niveau de la rampe d'entrée. Et les messages subliminaux auxquels on voit apparaître, ce sont entre autres le retour de Adam Copeland, ou Cope, bien sûr Edge, et également Christian Cage. Donc ils veulent tabasser FTR et surtout prendre les titres qu'appartient à FTR. Donc on pourrait appeler ça un dernier run en tant qu'équipe entre Christian Cage et Edge, tout simplement. Bien sûr, ils font un face-off avec les Bucks, donc ça se trouve, ils vont sûrement se mêler au match, les Bucks. Enfin, ça sent le coup arriver, mais enfin bref, je préfère pas trop y attarder dessus, vu comment j'en ai trop parlé sur la question. Donc voilà tout. Maintenant, c'est match numéro 5. Et dans ce match numéro 5, il y a une règle à ne pas, on va dire, violer la règle. C'est que tout le monde est banni des abords du ring. Voilà. Donc ils sont bannis des abords du ring. Et ça se joue entre The Timeless Toni Storm contre Marina Shafir. Ok, le match n'a pas d'enjeu, il n'y a pas de titre en jeu. Si seulement ils auraient mis un genre de stipulation. Certes, tout le monde est banni des abords du ring, on peut dire ça comme ça, mais pour moi, est-ce que c'est une stipulation? Je ne pense pas. Mais le gagnant, ou la gagnante plutôt, obtiendra une chance pour le titre du monde d'AEW. Pourquoi pas le mettre de ce côté-là? Mais non. Je me rappelle que le début, ça a commencé avec un coup de pied de Marina Shafir qui a eu le temps de se délasser les chaussures et de combattre pieds nus pour tabasser Toni Storm, donc en le punissant très sévèrement. Et d'ailleurs, ce qui m'a buté de rire dans le match, bien sûr ce sera au niveau de la fin, mais ce qui m'a un peu, un peu fait rire dans ce match-là, c'est quand lorsque Marina Shafir commençait à donner des coups de pied au corps de Toni Storm, il y a un moment donné, elle veut donner un coup de pied, mais Toni se retire et du coup, Marina Shafir se fait mal au pied parce qu'elle a tapé, je crois, la table. Il me semble que c'est la table des commentateurs ou la barricade. Et bien du coup, elle se pète le pied, elle a mal au pied. Et, et Toni Storm va exploiter cette douleur, mais de la manière la plus étonnante au possible. Elle va mordre les yep de Marina Shafir, excusez-moi. Donc c'est Marina Shafir auquel elle va lui mordre les pieds comme une chienne qui est pas contente, qui veut son nonos, qu'elle veut manger sa viande. Donc il lui mord les pieds. Elle lui mord les pieds, pardonnez-moi. Et en même temps, en faisant un ankle lock, puis ça poursuit des prises et des coups à répétition, les hip attacks dans le coin, tentative de Storm 0. J'en passe de toutes des prises qui sont passées. À un moment donné, je pense que Marina voulait en terminer. Et à cet instant-là, Toni Storm va s'emparer, je crois, des bras de Marina Shafir. Il faut peut-être que je regarde plus clairement parce que là je me rappelais d'un moment assez lunaire. C'est que au moment de prendre les bras de Marina Shafir, elle va commencer à mordre les seins de Marina Shafir. Et là je me dis mais pourquoi
Ok. Déjà, l'année passée, on se rappelle, je suppose tous, enfin, j'espère que vous vous en rappelez, on se rappelle que Tony Storm ait mordu la tocha de Mercedes Moné, et là maintenant, elle décide de téter les seins de Marina Shafir. Donc c'est sûr, elle a mangé un bout de nichon de Marina Shafir. Et je crois que c'est à ce moment-là auquel elle va en profiter pour son ultime hip attack et sa Storm Zero Pile Driver pour la victoire. Donc oui, bien sûr, c'est victoire de Tony Storm qui obtient la victoire et qu'elle célèbre avec le public en faisant ces fameux grands gestes, un peu à la manière de, allez, de Marilyn Monroe, pardonnez-moi, et pas Marilyn Manson. C'est pas la bonne personne. Faudrait que j'arrête de faire des jeux de mots. Donc c'est à l'instar de Marilyn Monroe, bien sûr, elle effectue ces fameux grands gestes en se mettant par terre, en faisant des tonnes. Et du coup, on entend une pop dans le public. Et qu'est-ce qui se passe au niveau du public? En sachant qu'il y a quelqu'un qui est venu et qui vient sur le ring. Et du coup, cette personne est une femme. Et cette personne est nulle autre que Rowdy Ronda Rousey, qui est à la AEW. Donc oui, Ronda Rousey est de retour dans le monde du catch et qu'elle est à la AEW. Et du coup, ben, Tony Storm se lève, elle se dit qu'est-ce que c'est cette histoire, qu'est-ce que c'est ces bêtises. Elle lâche un grand sourire, elle décide d'aller confronter Ronda Rousey. Et du coup, bien sûr, les mecs de la sécurité, les arbitres décident de séparer les deux femmes, alors qu'il n'y a pas de bagarre qui a commencé, clairement pas. Et je crois que t'as Marina Shafir qui va lui donner un coup de poing dans la figure à Tony Storm. Je sais même pas si c'est un coup de poing américain. Je préfère pas trop y penser ce que c'est. Mais ça a mis KO Tony Storm sur le coup. Et du coup, ben voilà comment se termine ce segment avec Tony Storm et Ronda Rousey qui vient, je crois, peut-être faire ses débuts officiels à la AEW. Je suis prêt à parier qu'elle va pas rester très 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 longtemps, si vous voulez ce que je veux dire. Vu comment vous saviez ce que j'en pense de cette meuf. Car j'ai pas oublié ce qu'elle avait dit comme déclaration à propos du catch. Et vu comment il n'y a pas si longtemps, elle décide de revenir dans le monde médiatique, mais cette fois-ci en raison financière. Par exemple, je sais même pas si elle a déjà boxé, mais et que ce serait sûrement sur Netflix. À vrai dire, je n'ai pas encore vu son match sur Netflix, mais voilà quoi, je sais pas trop quoi vous dire. Et là maintenant, elle est du côté de la EW. Et qu'est-ce qu'elle va en faire sûrement là-bas? J'en ai strictement aucune idée, si ce n'est que être là pour sa meilleure amie et rejoindre les Death Riders. En tout cas, c'est ce qui était dit. Voilà, bon. Donc maintenant, bah, je passe au match numéro 6 parce que je préfère pas trop m'y attarder dessus, sur ce qui s'est passé. Match pour le titre continental de la AEW entre Jon Moxley contre Konosuke Takeshita. Et ce qui est sûr, c'est que c'était du fighting spirit à son état max. Donc, bien sûr, entre Jon Moxley et Konosuke Takeshita, ça s'envoie des grosses mandales, des gros coups d'avant-bras, des poings des pieds, etc. Et quand j'y pense à la situation qu'il y a Jon Moxley, je me dis c'est quand même bizarre comment le gars en question, il était passé de heel et lors du show World's End, il passe totalement du côté babyface et que je suis en mode, mais c'est pas logique en fait. Il n'y a rien de logique en fait dans la manière de ce qu'on raconte avec les Death Riders. Et surtout avec le booking de Jon Moxley. Un coup il est gentil, un coup il est méchant. Bref, c'est quoi cette... comment dire, ce booking de bipolaire? Je ne comprends absolument pas. C'est soit t'es face, c'est soit t'es heel. Tu peux choisir l'un des deux, mais pas... voilà, je ne cesserai jamais de me plaindre à propos de ça. Il n'y a rien de logique en fait. Clairement, rien de logique. Si ce n'est que
il y a une histoire à raconter comme quoi Konosuke Takeshita a déjà battu à plusieurs reprises Moxley, selon les dires. Et pourtant, ben, certes, le titre est en jeu, ça s'envoie des énormes mandales. Forcément, dans le match, il n'y a rien de raconté, si ce n'est que on pourra un petit peu retenir le no, parfois le no-selling de John Moxley, et très rarement du côté de Konosuke Takeshita. Enfin bref. Et pourtant, ça va se conclure le match avec une soumission. Et ce n'est pas Takeshita qui va soumettre Moxley, mais Moxley qui va soumettre Takeshita. Donc c'est sûr, il est dans une sleeper hold. Et du coup, il veut à tout prix faire endormir Konosuke. Et résultat, il a réussi. Donc sans grande surprise, c'est victoire de John Moxley qui conserve le titre continental. Bien sûr que à la fin du match, les deux veulent faire preuve de respect en se serrant la main. À premier temps, Takeshita refuse, puis il change d'avis et il serre la main à John Moxley. Et voilà comment il pourrait s'arrêter ici, si ce n'est que il y a une clip promotionnelle, enfin promotionnelle. Il y a un clip qui se met en route. Et dans ce clip, on voit, ça me rappelle un peu à l'époque avec les films de Hulk. J'ai bien dit Hulk et pas de Hulk. Donc on voit quelqu'un qui est sur une couveuse pour se régénérer, un peu comme à l'époque des Super Saiyans, dans Dragon Ball Z ou Dragon Ball ce que vous voulez, ou encore dans le film Hulk, comme je vous l'ai dit. Et qu'on voit que c'est totalement Will Ospreay qui se rétablisse et qui fait son comeback. Et du coup, il arrive, il a la pop de la foule. Et il commence directement à attaquer à John Moxley avec sa Hidden Blade. Il commence à le matraquer. Puis il va matraquer Wheeler Yuta, Daniel Garcia. Dommage qu'il n'y avait pas Claudio Castagnoli. Parce que pourquoi il décide d'attaquer les Death Riders, vous allez sûrement me dire. Eh bien, si vous n'avez pas la moindre souvenir, pourtant moi j'en ai pas forcément beaucoup, je me rappelle que c'était à cause de eux si Will Ospreay a été envoyé à l'hôpital. Tout simplement. Et du coup, l'assassin aérien n'a pas oublié de tous ces sévices qu'il a subis face à cette équipe, et du coup, il compte le faire payer. En même temps, en sachant le manque de logique qu'ils ont, la EW, en essayant de booker les Death Riders babyface, alors que ça ne se voit absolument pas, ça ne fonctionne pas. Donc voilà tout. Je pense que je vais m'arrêter à ce sujet-là. Je passe au match suivant. Et le match numéro 7, c'est pour les titres du monde féminin par équipe de la AEW. La première équipe que je vais vous citer, c'est The Divine Domination, donc la domination divine. Équipe composée de Megan Bayne et de Lena Cross, donc encore elle. Contre la deuxième équipe, The Babe of Right, donc les bébés en colère. Harley Cameron et Willow Nightingale. Oui, encore elle, justement. Et du coup, dans ce match-là, comment vous dire, je peux dire que c'est logique de faire gagner des personnes qui sont plus grandes et plus imposantes que l'équipe adverse. Peut-être que vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais en face de Willow Nightingale et de Harley Cameron, on a en face de nous des véritables armoires à glace. Même si Megan Bayne n'est pas aussi taillée qu'une armoire à glace, elle est quand même grande, forte et puissante. Et pareil pour Lena Cross, qui est plus grande et plus forte. Donc pour moi, je dis que c'est logique de faire gagner cette équipe-là. En sachant que certes, les Babes of Right, ils veulent montrer à quel point ils sont championnes et qu'ils se prennent pas pour de la merde. Donc ils montrent qui peuvent être légitimes d'affronter des géantes, et pourtant, ils vont se faire toutes les deux tabasser. Est-ce celle qui va subir le tombé, et qui va subir la prise finish de l'une des deux Divine Domination, donc la domination divine, soit Megan Bayne ou Lena Cross, peu importe lequel des deux, et pourtant, c'est tout de même elle qu'elle conserve les titres par équipe. Attendez, conserver ? Non, pas conserver. Qu'elle remporte les titres par équipe de la AEW.
Donc Lena Cross et Megan Bayne deviennent les nouvelles championnes du monde féminin par équipe de la AEW. Et oui, rien que ça. Donc voilà tout, je pense que j'ai assez tout dit là-dessus. Maintenant, match numéro 8, et c'est un match simple. Et dans ce match simple, c'est tout simplement Swerve Strickland, accompagné par le Prince Nana contre Brody King. Alors, si j'ai bien compris dans ce match, à ce qui paraît, c'est qui des deux, soit Brody King, soit Swerve Strickland, est l'homme le plus dangereux à la AEW. Puisqu'on se rappelle un peu de ce qui s'était passé entre Swerve Strickland et Kenny Omega. Donc c'est sûr qu'il a tourné heel drastiquement et que ça s'annonce terrible pour les catcheurs de la AEW s'il croit son regard et de sa fureur et de sa manière de comment il peut finir une carrière. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Clairement pas. Donc bien sûr en face de lui il a Brody King, certes quelqu'un de très grand, très balèze, même si, comme je peux confirmer The OG quand il dit que les deux catcheurs, donc Swerve et Brody, ont tous les deux du gras au niveau du bide. Donc ça, bien sûr, je suis entièrement d'accord. Et bien sûr, j'avais répondu à cette question avec The OG. C'est soit ils sont arrêtés de s'entraîner, soit ils ont une mauvaise alimentation et qui ne cessent de se goinfrer de tout ce qui est saloperie. D'ailleurs, nous, personnes lambda, on en paie les frais, vu comment on mange drastiquement ce qui est bon à manger, mais ce qui n'est pas bon pour le corps. Donc c'est fort possible. Et du coup, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? J'ai pas trop les mots pour décrire ce que je pourrais décrire. Et il y a un certain moment dans le match entre Brody King et Swerve Strickland, j'ai même cru que le match était sans disqualification, hein, à tel point que les deux se foutent des sacrés mandales et essayaient de tenter de la tricherie en utilisant des chaises ou utiliser le turnbuckle, ce qui va être utilisé dans le match, bien sûr, forcément. Et pourtant, que ce soit Brody King ou Swerve Strickland, je me demande qui en a quelque chose à faire de qui gagne, qui perd. On peut être investi pour les deux, mais peut-être que le résultat parle de lui-même. Moi, en tout cas, je laisse passer. Je laisse parler le résultat de lui-même, tout simplement. J'ai pas besoin de trop me prendre la tête à ce sujet, si ce n'est que c'est Swerve Strickland qui remporte le match. Et bien sûr, à la fin, je pense qu'ils veulent encore ajouter une couche sur Brody King, mais Brody King fut sauvé par Kenny Omega, et du coup Kenny Omega fait chasser Swerve Strickland, donc c'est sûr que leur rivalité à eux deux est loin d'être terminée. Clairement, ça ne fait que commencer, et voilà tout. Voilà, je pense que j'ai tout dit là-dessus. Maintenant, match numéro 9. Et dans ce match numéro 9, c'est un match au meilleur des 3 manches pour le titre du monde féminin de l'AEW. Entre Tekla contre Kris Statlanders. Vu comment Tekla a réussi à battre Statlanders en devenant la nouvelle championne du monde AEW, c'est sûr qu'elle veut montrer sa suprématie en montrant de la toxicité et la terreur dans les coulisses de l'AEW. De toute façon, elle peut toujours compter sur ses Sisters of Sins, donc les Sœurs du Destin. À eux trois, elles forment The Triangle of Madness, donc le Triangle de la Folie. Et qui n'hésitent pas surtout à semer les graines de la discorde, disons des trucs qui nous fâchent, pour attiser notre haine, quitte à être plus menaçant et agressif. Donc voilà, j'ai pas trop forcément de gros choses à dire, si ce n'est que je me rappelais, le premier point remporté c'était Tekla, qu'elle effectue un genre de roll-up mais en version tête à l'envers et qu'elle a la main sur les cordes.
Puis la deuxième partie du match, parce que là on est déjà à la deuxième manche, donc ça se poursuit encore, et cette fois-ci ça va être Statlanders qui va effectuer sa 6-9 pile driver, ou plutôt un tombstone pile driver inversé, ou qu'elle appelle tout simplement le Saturday Night Fever pile driver, auquel elle effectue le tombé sur Tekla et qu'elle remporte la deuxième manche. Donc ils sont à un partout. L'une d'entre elles va enchaîner deux, c'est la victoire. Et forcément, il y a eu intervention des Sister of Sins, donc Julia Hart et Sky Blue, qui étaient là soit pour essayer de se faire disqualifier ou plutôt attaquer Chris Statlanders. Et pourtant, Statlanders, elle arrive à les gérer toutes les deux, même toutes les trois. Et à un moment, je pense qu'il va y avoir sûrement un ref bump. Donc c'est sûr, ça va laisser à la catcheuse Hill d'en profiter, car Tekla va s'emparer d'une ceinture de l'arbitre, donc la ceinture qui te permet d'attacher ton pantalon. Mais vu comment elle a voulu essayer de faire comme elle a fait à Dynamite, donc fouetter Chris Statlanders, c'est en fin de compte elle qui va se faire fouetter à coups de ceinture. Donc c'est sûr, elle prend cher à coups de ceinture. Et c'est là auquel les Sœurs du Destin arrivent, et pourtant elles se font maraber la gueule par Statlanders. Et pourtant, ce sera Tekla qui va prendre du poil de la bête en faisant un spear sur Statlanders. Et elle va encore effectuer une autre prise. Je crois que c'est uniquement le spear et... Enfin, je m'en rappelle plus, mais tout ce que je sais, c'est que elle va réussir à battre Chris Statlanders, et du coup, ça fait 2-1, et c'est Tekla qui conserve le titre. Donc il n'y aura pas de changement de titre, c'est toujours Tekla la championne. Tout simplement. Voilà. Il n'y a rien d'autre à rajouter, tout simplement, ça s'arrête ici. Si ce n'est que je poursuis toujours avec un autre match, et le match est un match numéro 10, pour les titres trio de la EW, donc oui, les titres mondiaux trio, entre Mystico et la Jet Speed. Donc Kevin Knight, The Jet, ou l'OVNI comme j'aime l'appeler, et The Speedball McBailey, contre la Don Callis Family, donc équipe composée de Proto Okada, donc Kazuchika Okada et Kyle Fletcher, avec Mark Davis. Et oui, le Rainmaker, la Protostar et l'homme bête de Don Callis. Donc oui, j'ai vu ça passer. Certes, c'est assez random, rien qu'à y penser. Je me demande comment il a fait Mystico pour être ajouté au match. Est-ce que c'est un souhait de la part de la EW qu'il soit dans ce match-là, ou plutôt un souhait des Babyface pour qu'ils ont un partenaire en plus pour mettre à genoux la Don Callis Family et de remporter les titres trio? Donc c'est fort possible. Mais en gros, qui en a quelque chose à faire, forcément. Moi, par exemple, j'en ai pas grand-chose à faire. Si ce n'est que, certes, ça s'est envoyé des prises à tout vaille, donc c'est spot sur spot, Spotfest à tout vaille, à tout vaille, à tout vaille. Et j'en passe de tout ce qui est style indie, si ce n'est que ceux qui vont remporter les matchs, c'est l'équipe composée de Mystico et The Jet Speed. Donc Mike Bailey et Kevin Knight. Donc du coup, c'est eux qui remportent les titres trio du monde de la EW. Donc voilà. Et en plus de ça, Mystico, qui est, je crois, champion poids Walter de la CMLL, il a un deuxième ceinture à son actif. Et en plus de ça, il est officiellement All Elite. C'est comme si il avait pas jamais été All Elite depuis qu'il est arrivé à la EW. Ça n'a pas de sens. Forcément, Tony Khan, ça n'a absolument aucun sens de ce qu'il fait. Contrairement à ce que peuvent penser les hors-la-loi du catch. Mais bon, je ne veux pas trop les tacler sur ça. Si ce n'est qu'ils peuvent s'enjailler pour tout et n'importe quoi. Mais ce qui n'est pas notre cas, vu comment on est parfois trop indulgent. Voilà tout. Oui, voilà, simple et efficace de parler de ça. Puis on a le 11e match, et c'est un match simple,
entre Andrade El Idolo accompagné par Don Callis contre Bandido. Un match typiquement lucha libre entre les deux catcheurs. Voilà, est-ce que j'ai besoin de citer ça, si ce n'est que on a un cowboy mexicain et on a un latino hit façon à la manière de Eddie Guerrero ou peut-être même à la façon de Hector Garza. Vu comment les deux nous ont un peu fait une Hector Garza ou Angel Garza si vous préférez, vu comment Angel Garza c'est le neveu de Hector Garza, et qu'à chaque fois quand il combat il manque jamais l'occasion de retirer son pantalon pour qu'on voit son slip, et peut-être qu'on soit amoureux de lui, qui sait. Et ben ça c'est le genre de truc que va jouer tout simplement Andrade El Idolo. Vu comment il va beaucoup teaser l'enlèvage de pantalon, un premier temps il refuse, alors que Bandido, lui, il le fait sans aucune pression. Et ce qui me bute dans le match, c'est que Andrade, même si il a su enlever son pantalon, il en profite pour faire des poses plastiques. Et dès qu'il voit la première femme dans le public, il en profite pour aller dragouiller toutes les femmes de la salle, à partager un selfie et qui sait donner son numéro. Voilà, vu comment on sait que le gars il est célibataire et qu'il peut faire ce qu'il veut. Ok, donc ça c'est vraiment des trucs typiques d'un Latin lover. Enfin bref, et en plus de ça, il est toujours dans le moule du match, hein, vu comment il poursuit encore son attaque, même s'il va encore enchaîner de faire des selfies avec encore une autre fille du public, et cette fois-ci il a donné son numéro à la personne, alors que l'autre il n'a pas donné, juste un selfie, des petits mots tout doux, tout gentils, c'est super. Donc on voit pas trop forcément ça tous les jours, mais c'est étonnant. Donc bien sûr ça va encore enchaîner des prises. Je crois qu'il va enchaîner sa moonsault qui ne passe pas mais qui va toujours poursuivre son moonsault. Et pourtant ça ne passe pas, c'est 2,99. Voilà, 2,99 si vous préférez. Encore enchaînement de prises surprise. Et t'as Bandido qui va enchaîner, je crois, deux 21 suplex, donc l'effet boomerang d'un German suplex. La première ça passe, la deuxième aussi, et pourtant c'est Andrade El Idolo qui va se relever du dégagement, enfin il va se relever du 21 plex, donc c'est encore 2,99, donc c'est sur Yanir Fall. Nearfall de la part de Andrade. Et pourtant, Bandido, il essaie d'en profiter pour en faire une troisième. Parce que, comme on dit, jamais 203. Ça ne passera pas. Et c'est là auquel Andrade va encore poursuivre son attaque. Et au niveau de la deuxième corde, il va effectuer sa genre de prise en tire-bouchon. En genre de Sweeney Neckbreaker tournoyant. Et d'habitude, c'est vrai que j'ai plus l'habitude de le voir finir ses matchs avec un Hammerlock DDT, mais il termine avec ce genre de prise-là. Tout simplement. Donc c'est victoire de Andrade El Idolo. Même s'il n'y avait pas d'enjeu, le match était voilà, pas mal, mais sans plus. Voilà, je ne dirais pas beaucoup à citer dans ce match-là. Donc comme on dit, aucune valeur à rajouter. Enfin, plus que deux matchs, après c'est terminé parce que j'ai presque envie de passer à la fin. Donc on a un match trio tornado entre Darby Allin, Orange Cassidy et Roderick Strong de la conglomération, même si ce dernier, Roderick Strong, se vante de ne pas être dans la conglomération, contre les Dogs. Je me demande si cette équipe-là, ils n'étaient pas dans le Bullet Club War Dogs, donc les chiens de guerre. Donc équipe composée de Gabe Kidd, de David Finlay et de Clark Connors. Ok. Donc c'est sûr que il y a une rivalité entre Gabe Kidd et Darby Allin, en sachant que les Dogs ont failli vraiment vraiment tuer Darby Allin. Mais comme Kenny dans South Park, il décide de revenir d'entre les morts, comme quoi le catch est magique. Vu comment
Les Dogs étaient persuadés d'avoir fait bouffer Darby Allin les pissenlits par la racine, et pourtant il en revient. Et celui qui dit faire bouffer les pissenlits par la racine dans cette rivalité, c'était Norbert Feuillant qui l'avait dit. Alors qu'Alain Mistrangelo, c'est plutôt, il préfère plutôt mettre beaucoup plus en avant la Don Callis Family. Enfin bref, vous connaissez sûrement les commentateurs en mode français. En tout cas, si vous n'écoutez pas en français, je peux comprendre. Mais moi, vu comment j'entends les deux en même temps, voilà, j'ai pas trop grand chose à dire sur ça à propos des commentaires français. Il y a un moment dans le match quand c'est typiquement lancé, t'as ce Clark Connors. Oui, je sais, encore un nom random, mais qui va effectuer un énorme spear sur Darby Allin. Et au moment du spear, Clark Connors a failli se faire tuer en plein match en faisant ce manœuvre. Et je m'étais dit, mais espèce de trou du cul, tu tiens pas ta vie ou quoi? Parce que ça peut être dangereux si on tient pas à sa vie à ce genre de move. Et après cette failli être ratée et qu'il a quand même réussi à mettre KO Darby Allin, les War Dogs ils vont commencer à ligoter Darby Allin en le faisant pendre quasiment dans le coin adverse. Et c'est là auquel les Dogs ils vont se faire plaisir, ils vont détruire Roderick Strong et Orange Cassidy. Et ce que je n'ai pas aimé dans ce match avec Orange Cassidy, c'est que le mec il se mange des méchants coups, des coups de poing, des coups de pied, des coups d'avant-bras, des coups de genoux, etc. Et ce trou du cul là, oui parce que maintenant je dois dire que c'est un trou du cul, il va commencer à faire genre je vais te donner un anatomie mais je vais doucement parce que je suis un flemmard. Et du coup, je m'étais en mode, mais putain, mais pourquoi tu continues la même connerie? Arrête de faire la même merde. Effectue des véritables coups au lieu de faire genre que tout ça était une blague. Putain de merde. Mais non, le gars, il continue sa connerie alors qu'il se fait encore frapper dessus. Faut dire, ce gars n'est vraiment pas malin. Clairement, pas du tout malin. Et ceux qui sont fans d'Orange Cassidy, je ne vous comprends pas, malheureusement, je ne vous comprends pas pourquoi vous êtes hype envers un mec qui prend tout ça. L'air de dire j'en ai absolument rien à foutre, je fais comme j'en ai envie, je rends ça de manière la plus ridicule et la manière pas très crédible possible. C'est ça ce que vous préférez? Pas moi du tout. Clairement pas du tout. Et je suis sûr que ceux qui pensent un peu comme moi ne sont pas très fans d'Orange Cassidy. Tout simplement. Donc bien sûr ça va enchaîner, prise sur prise, et qu'à un moment donné ils vont réussir à libérer Darby Allin qui fait son fameux coffin splash sur les trois mecs. Il va s'emparer de Gabe Kidd, donc il va le tabasser à travers l'arène, même utiliser le skateboard, et du coup il s'empare de son skateboard et il va lui effectuer un coup de skateboard à l'arrière de la tête. Donc ça veut dire qu'il effectue sa pleine lancée un peu comme une chaise, mais il effectue le skateboard et que les roues et la planche atterrissent sous la tête de Gabe Kidd. Puis il va commencer à ligoter Gabe Kidd sur un des stages de la EW Revolution. Et du coup, c'est sûr que là, les faces ils vont prendre du poil de la bête de plus en plus. Et ce sera Roderick Strong qui va effectuer sa prise finish pour la victoire. Donc victoire de Orange Cassidy, Darby Allin et Roderick Strong. Et ce qui est sûr, c'est loin d'être terminé entre l'équipe des Dogs et Darby Allin. Et maintenant, je passe directement au main event parce que j'ai envie de directement finir cette carte et cette vidéo. Donc là, c'est un Texas Deathmatch pour le titre du monde de la AEW. Et bien sûr, c'est un match de dernière chance pour Adam Page. Donc si Page perd le match, il ne pourra pas du tout, et je dis bien pas du tout, avoir une chance pour le titre de la AEW. Donc ça veut dire toute opportunité pour le titre, ça va lui passer vraiment sous le nez. Et auquel il ne pourra plus du tout en avoir de chance. Donc vous avez compris, Maxwell Jacob Friedman MJF contre Eggman Adam Page dans un Texas Deathmatch. Donc c'est sûr qu'il y a une histoire
à propos de cette rivalité entre Eggman et MJF, et auquel ben, ça s'annonce, comment dire, énorme pour certains et d'autres pas très énorme. Enfin, je peux comprendre, hein, bien sûr, évidemment. Donc, bien sûr, Adam Page y fait son entrée en premier. Puis, on a un autre clip promotionnel du catcheur, donc de Adam Page. Donc, il fait sa petite entrée en cheval avec le titre. Donc, il est habillé comme un cow-boy. Et qu'il arrive dans un genre de western. Dans ce clip, il va commencer à insulter les gars de Los Angeles, donc tout les peuples entiers de Los Angeles. Et puis, il voit la tombe du cheval mort de Adam Page, vu comment on nous l'a bassiné avec ça, comme quoi le cheval de Adam Page est décédé. Et du coup, ben, MJF, dans ce clip-là, il va commencer, et je dis bien, il va commencer, et spoiler si vous voulez pas entendre ça, ou de tout ce que je dis, si vous voulez pas être spoilé, allez-y voir le show. Vous pouvez arrêter cette vidéo ou avancer quelques minutes si vous voulez. Mais en gros, il va commencer à uriner sur la tombe du cheval de Adam Page. Donc oui, il commence à faire pipi sur la tombe de Adam Page. Et bien sûr, il fait son entrée, donc en mode cowboy. Et ce qu'on peut remarquer à propos du look vestimentaire de Adam Page, de MJF, pardonnez-moi, parce qu'on sait que Adam Page, on sait que il est un peu en mode Red Dead Redemption, mais il y a aussi de l'inspiration à Magnum TA. Alors que l'inspiration de MJF, c'est le pantalon de Terry Funk. Certains appellent ça comme un hommage. Nous, on pourrait appeler ça un manque de respect total. Donc un heel qui rend hommage à un catcheur décédé qui a marqué des générations de fans. Ouais, c'est bizarre. Mais bon, moi j'appellerais pas ça un hommage, tout simplement. Donc dans ce match-là, c'était what the fuck. Véritablement what the fuck. Car dans ce match-là, on va avoir de tout en guise de violence. Et en violence, en vois-tu, en voilà, c'est sûr que ça va s'annoncer le Graal. Bien sûr, on sait que ça va commencer avec des courses-poursuites entre les deux. Je me rappelle que Maxwell va se manger une énorme poubelle dans la gueule. Après avoir enchaîné quelques coups sur Adam Page, ce dernier décide de le poursuivre et qui va bien sûr le frapper avec un coup de poubelle. Et j'en passe des trucs, bien sûr évidemment. Et puis, il y a à l'extérieur du ring, je crois que c'était au niveau des gradins. Enfin, pas des gradins, au niveau dans le public. Il va prendre, je crois que c'était une fenêtre avec une vitre. Et du coup, il va utiliser ça. D'abord, je crois que c'était Adam Page qui l'a introduit. Mais ce sera MJF qui va commencer à casser la vitre et qui va dire et souligner clairement à la caméra comme quoi il fait pas toutes ces conneries de mecs dans l'indies. Alors que pour le faire rafraîchir, j'arrive plus à parler, lui faire rafraîchir la mémoire, tu as bien fait ce genre de match à ce type à la CZW ou encore face à Mark Briscoe, tu as fait ce genre de match avec des punaises. Donc au lieu de dire que tu fais pas toutes ces conneries de l'indie, faut arrêter de nous prendre pour des jambons. Mais bon, ça c'est sa manière d'être un sacré connard. Et du coup, ben, il veut envoyer Adam Page dans les morceaux de verre. Ça va se retourner contre lui. Pourtant, il arrive à se sauver. Et à un moment donné, c'est sûr, il va, on va dire, perdre pied et que c'est Adam Page qui va s'emparer de MJF et qui va le faire chuter au niveau des morceaux de verre. Et là, ça commence à piquer au niveau du dos, au niveau du corps. Là, c'est sûr que il pisse le sang au niveau du dos. Enfin, ça se remarque pas tout de suite, mais ça va se ressentir plus le match dure. Hein. Oui, bien sûr, il essaye de fuir. Après s'être attaqué au dos, eh ben,
Adam Page va s'attaquer au niveau du torse, donc il décide de faire traîner MJF pour le faire encore plus souffrir de plus en plus. Donc il va le faire traîner dans les morceaux de verre. Et là, c'est sûr, c'est le torse qui va prendre cher. Donc j'aimerais pas du tout être à sa place. D'ailleurs, j'aimerais même pas être à leur place à tous les deux. Et puis Adam Page va s'emparer d'une agrafeuse et également d'une feuille où il est marqué bon anniversaire. Parce que, à ce qui paraît, le 15 mars, c'est l'anniversaire de MJF. Donc je dis bien à ce moment-là, hein, parce que là maintenant on est le 16, et peut-être quand vous regardez cette vidéo, il est peut-être 17, 18, 19, 20, ou j'en sais pas trop quoi. C'est votre façon de voir la chose. Donc il va commencer à le faire mal en donnant des coups de feuille au niveau des doigts, et c'est vrai que ça peut faire mal si on le place très bien, mais quand tu mets des punaises, mais quand tu mets des agrafeuses au niveau du corps avec le papier, ça fait encore plus mal. Et du coup, quand il essaie de l'arracher, j'aime bien, il a atrocement mal. Un coup qu'on lui fait un piercing gratuit et qu'on l'enlève, c'est sûr, c'est hyper douloureux, je peux comprendre. Puis, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre dans le match? Bah, des tables, on en a eu. En veux-tu, en voilà. Des chaises aussi. Ouais. Il y a également aussi, euh, allez, MJF qui va s'emparer d'une seringue et auquel il va le placer dans la bouche de Adam Page. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, ça me rappelle les fameuses vidéos gore qu'on avait à la CZW ou dans d'autres promotions, ou encore entre Adam Page et Swerve Strickland. Et du coup, quand on a vu ça, c'est vrai que c'est dégueulasse. Les gens sur place étaient très médusés. Il y en a qui étaient choqués, d'autres qui kiffaient, et d'autres qui étaient médusés, comme je l'ai dit. D'autres choqués, médusés, contents. Bref, c'est vrai que le public était au rendez-vous pour voir de la grande violence. Donc oui, de la violence en veux-tu, en voilà. Et on n'est pas prêt de s'arrêter là. Vu comment il va y avoir aussi une planche avec des barbelés. Il va y avoir aussi euh, une chaîne avec un collet de chien. Et puis également des néons. Et du coup, c'est sûr, ils vont se battre à coups de néon, mais ce sera Adam Page qui va donner le coup de néon dans le dos de MJF, et que sur le coup, il va commencer à saigner du dos, puis il va s'emparer de l'autre néon, mais cette fois-ci au niveau du crâne. Donc certes, les deux ont saigné comme pas possible, mais là pour MJF, il saigne déjà comme un énorme robinet auquel c'est cassé et auquel on ne sait pas de arrêter que l'eau coule ou que l'hémorragie ne cesse de couler. Donc bien sûr ça se poursuit, encore des spots sur spot. Adam Page va passer à travers la table, MJF aussi, puis encore Adam Page, et puis au niveau de la rampe d'entrée, un coup que les catcheurs ont les chaînes et colliers de chien autour du cou, c'est sûr que ça va s'étrangler. Et bien sûr ça rappelle des mauvais souvenirs à MJF, car il se rappelle qu'il avait déjà affronté CM Punk avec cette stipulation. Adam Page aussi, je crois qu'il avait affronté... Swerve Strickland avec cette stipulation-là. Donc c'est comme si cette stipulation avait une double stipulation. Et bien sûr, les règles de ce Texas Deathmatch, on peut soit abandonner ou alors ne pas s'en relever jusqu'au compte de 10, peu importe l'issue de ce match. Donc au niveau de la rampe d'entrée, c'est sûr que les deux vont s'allumer mutuellement et qu'ils vont passer à travers une table explosive, et que même les pyrotechnies vont même s'affoler pendant un moment du match. Donc il pourrait avoir des courts-circuits de pyrotechnie et qu'il ne faut pas rester là. Et pourtant l'arbitre il fait son job, il compte jusqu'à 9 et pourtant les deux s'en relèvent. Et l'image est assez folle, rien que voir. Adam Page qui promène MJF comme un chien, donc il le fait vraiment traîner comme un chien. Il le met dans le ring, il veut tenter sa Birdshot Lariat, donc ce serait la deuxième fois qu'il effectue, parce que la première, il l'a effectuée
après lui avoir mis des baguettes chinoises dans la tête. Donc c'est les espèces de baguettes auxquelles il l'a planté dans la tête. Donc voilà, donc ça n'a pas passé. Il veut l'effectuer, mais il se mange un coup de pied dans les couilles, alors que, alors que MJF essaye de tenter sa beat slicker à l'extérieur, mais que ça ne passe pas du tout. Et pourtant, voilà, ça poursuit encore. Adam Page poursuit encore son attaque. Il veut effectuer sa Birdshot Lariat, mais il se fait accueillir par la bague de MJF. Et puis à un moment donné, MJF, il voit l'occasion idéale pour étrangler violemment Adam Page. Donc c'est sûr que Adam Page, il a plus de respiration pour continuer le match et qu'il a perdu connaissance à tel point qu'il va donner un énorme coup de boule à la caméra. Donc même la caméra était tachée de sang. L'arbitre commence à compter jusqu'à 10. Et du coup, c'est victoire de MJF qui conserve le titre AEW. Donc après avoir provoqué le public de Los Angeles en Californie, après avoir provoqué Adam Page, c'est sûr que c'est toujours lui qui repart champion. Eh oui, que demander de plus, que demander de moins, vous me direz-tu. Vous me direz bien sûr, bien sûr. Et voilà comment ce show AEW Révolution se termine enfin. Oui, je sais, ça a été long. En même temps, il y a eu plusieurs matchs. J'ai dit que j'allais pas forcément trop m'y attarder dessus. Je suis désolé si je trahis parfois mes promesses, mais il faut dire il y a tellement trop de choses à raconter que parfois il m'arrive que mes paroles me fassent des torts. En même temps, je n'ai pas trop forcément conscience de ce que je dis et pourtant j'essaie d'avoir minimum trop conscience. Mais bref, je l'ai cité et voilà. Maintenant, je vais m'arrêter ici. Merci bien à tous d'avoir vu cette vidéo. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Et avant de vous laisser, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux. Donc bien sûr, mes réseaux sociaux sont bien sûr mon Instagram et également mon thread lié avec Instagram. Et surtout mon Discord si vous voulez parler de plus de catch ou d'autres choses qui vous passent par la tête. Et voilà comment je conclurai cette vidéo en disant c'est tout pour cette vidéo de review. C'était Mister Review. J'espère que vous avez vraiment aimé cette vidéo de review et comme d'habitude si vous avez aimé cette vidéo vous savez ce qu'il vous reste à faire, likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne donc DVD Pro Catch / Mister Review et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos et moi comme d'habitude je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous, au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo de review, à plus à tous les fans de catch, allez bye bye tout le monde et surtout vive le catch!